Mesdames et messieurs, chers internautes, merci donc de prendre le rendez-vous de votre émission Matin Libre Politique sur nos plateformes digitales. Vous faites bien de nous suivre puisqu'aujourd'hui, nous recevons pour vous des citoyens de ce pays pour pouvoir évoquer des questions importantes de la République. Et bientôt, les électeurs béninois seront appelés à élire le successeur de Patrice Talon. Mais bien avant ceci, vous aurez droit justement aux communales et législatives. Comment le parti politique, le MPL, entendez Mouvement populaire de libération, se prépare à ces joutes électorales. Qu'en est-il justement de cette doléance de réviser le code électoral et que pense justement le premier responsable de ce parti politique des questions liées au quotidien des Béninois? Ce sont des questions que nous aborderons avec Expérience Tébé, qui nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le journaliste, bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Voilà. Bientôt, les Béninois devront élire donc le président de la République, le duo présidentiel, après les législatives et les communales. Comment le MPL se prépare? Dans quel état d'esprit vous vous trouvez au sein de votre formation politique? Alors, d'abord, permettez-moi de saluer les téléspectateurs de Matin Libre TV. Oui. Et de présenter également mes encouragements et mes hommages à toute l'équipe de Matin Libre que je vois ici ce jour. C'est pour la première fois que vous me recevez dans vos studios. Oui. Et permettez-moi de vous dire mon admiration pour cette jeune équipe que j'ai trouvée très enthousiasmée et très entrée à la tâche. Merci beaucoup. Vraiment, je tenais à le dire avant de revenir à notre sujet. Oui. Vous parlez de l'état d'esprit dans lequel se trouve notre parti aux encablures des élections générales de 2026. Oui. Je vais vous dire tout d'abord que le MPL se porte très bien, est au mieux de sa forme, est très aguerri et prêt à affronter ces échéances-là. Vous nous avez vu déjà d'ailleurs à l'œuvre aux côtés des autres forces de l'opposition et vous savez également que c'est notre parti, le Mouvement populaire de libération, est ce parti qui regorge beaucoup plus de jeunes, qui a essayé de fédérer la jeunesse autour des défis contemporains et surtout des problèmes que nous vivons dans notre pays. Par conséquent, nous nous sommes fait le devoir de nous préparer ardemment, de façon active et de peser très fort dans les choix qui seront ceux de 2026 qui arrivent. Très bien. Vous êtes, il faut le rappeler, il faut le préciser pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, vous êtes le deuxième coordonnateur adjoint donc, du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Déjà, quel regard portez-vous sur l'organisation actuelle du processus électoral? Alors, s'agissant du processus électoral, notre parti, le MPL, l'a suffisamment dit et redit aux côtés des autres forces de l'opposition. Nous avons eu des craintes par rapport à la transparence, l'équité et surtout la crainte de l'exclusion de certaines forces de l'opposition autour des échéances à venir. Ah, pourtant, le président de la République a rassuré. Oui, c'en est un qui le rassure. Mais de l'autre côté, nous avons des craintes réelles que nous avons exprimées par rapport à un certain nombre de choses. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'en revenir. Tout à fait. Au cours de cette émission. Oui. Mais il demeure que beaucoup d'aspects nous font croire que la transparence et l'équité risquent de ne pas être au rendez-vous de ce scrutin si nous ne prenons garde de revenir sur un certain nombre de choses, un certain nombre de doléances que nous sommes en train de faire, notamment au niveau du code électoral et également d'autres aspects de l'organisation de ces échéances-là. Très bien. En tout cas, vous faites si bien cette transition pour que nous parlions de cette doléance, presque une exigence, on pourrait le dire, au niveau du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition, la révision du code électoral. Qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement, justement, à cet instrument juridique? Alors, au niveau du code électoral, il y a un certain nombre de dispositions qui continuent de nous faire croire que
si nous ne revenons pas là-dessus, il y a risque de ne pas observer une certaine équité et même de la transparence au niveau de ces élections. Alors, si vous le voulez bien, je peux même avancer sur quelques aspects. Il y a au total quand même près d'une dizaine d'articles qui comportent des dispositions que nous avons relevées dans cette disposition, des éléments qui ne favorisent pas l'inclusivité, qui ne favorisent pas la participation de toutes les filles et les fils du pays à ces élections. Si vous voulez, je parle par exemple l'article 17 de ce code électoral qui parle de la liste électorale, l'extraction de la liste électorale au niveau de l'ANIP, qui sera faite à 180 jours avant la date du scrutin. Alors, vous savez que les élections générales de 2026, c'est plusieurs scrutins. Exactement. Le premier scrutin, donc, qui va déterminer les 180 jours de l'extraction de ce fichier, se fera, et le premier scrutin a lieu en janvier, le 11 janvier. Alors, lorsque la liste électorale sera conçue à ce moment-là, la dernière élection qui aura lieu, la présidentielle, viendra après, à peu près à 3 mois environ. Qu'adviendra-t-il des jeunes, des primo-votants, qui auront, après l'extraction de cette liste-là, qui auront 18 ans, 3 mois après? Voyez-vous qu'il y a un certain nombre de jeunes... Et donc pour vous, ils ne seront pas pris en compte? Qui ne sont pas pris en compte à cette élection. Voyez-vous que ce code électoral n'a pas pensé à cet aspect. Ça, c'est un problème. Ce n'est pas un problème de l'opposition, pour l'opposition seulement, c'est un problème pour l'ensemble des forces politiques qui veulent participer aux élections. Est-ce que ça ne serait pas corrigé par rapport justement à cet audit du fichier électoral? Est-ce que ce n'est pas une occasion pour pouvoir corriger? L'audit ne va pas à ce niveau, mais il faudrait, c'est la révision du test à ce niveau-là qui va permettre de trouver quel est le mécanisme pour inclure tous ceux-là qui seront laissés en rade. Parce que la Constitution prescrit le droit à tous les citoyens en âge de voter d'aller s'exprimer. Ailleurs, dans d'autres pays, vous savez même que ce droit, ce n'est pas un droit, mais c'est plutôt une obligation. Si ceux qui sont en âge de voter ne vont pas exprimer leur vote, il y a des dispositions même qui les sanctionnent dans d'autres pays. Donc, cette disposition qui exclut un certain nombre de jeunes, nous trouvons que ça rend déjà le principe d'égalité et également un code qui ôte le droit de vote à une catégorie de personnes. Ça, un. Quand vous allez sur l'article 40, bon, je vais directement sur le 66. Oui. Je crois le 66 qui parle, d'abord le 46, qui parle du code du quitus fiscal. Vous savez que tous les citoyens démocrates que nous sommes, nous ne pouvons pas promouvoir l'incivisme fiscal. Tout le monde doit être à jour par rapport au fisc. Mais que c'est à partir des expériences des élections passées, vous avez vu avec nous également que cette pièce a fait l'objet dans son application, a favorisé l'exclusion d'un certain nombre de personnes. Et donc, puisqu'il revient à la Direction générale des impôts de délivrer cette pièce à tous ayants droit qui souhaitent participer aux élections et qui sont en règle vis-à-vis du fisc. Mais je vais vous dire, ce n'est pas seulement par mauvaise foi ou bien dans l'intention d'exclure que cette pièce peut poser problème. Pour les élections générales à venir, vous voyez, nous avons les législatives, les communales. Pour les communales, chaque liste est plus de 3630 candidats. Pour avoir 3630 candidats, 3636 exactement pour une liste, vous voyez qu'il faut au moins pratiquement le double qui iront solliciter leur quitus. Fois le nombre de listes. Vous voyez un peu, le nombre est astronomique. Et il faut que la direction des impôts puisse traiter tout ça. L'administration s'y prépare peut-être. Notre souhait. Et là, nous avons fait, à chaque fois, à chaque niveau, nous faisons des suggestions. Très bien. On peut, par exemple, décider que les gens, ceux qui souhaitent être candidats, fassent une déclaration sur l'honneur. On les laisse participer, quitte à ce qu'après, ils puissent justifier qu'ils sont en règle. S'ils ne sont pas en règle, ils peuvent faire leur siège.
voyez, ça permet que cette pièce, la non-disponibilité ou la non-délivrance de cette pièce ne puisse exclure quelqu'un. Et quand vous avez fait la doléance, vous avez été écouté? Nous sommes encore là-dessus. Je reviens, je prends un autre aspect encore beaucoup plus grave. L'article 93, qui parle là des fiches du dépouillement. Vous savez que le code actuel a prévu, la loi a prévu que cette fiche soit établie en 4 exemplaires. Donc, le nombre d'exemplaires n'est pas suffisant pour que toutes les parties prenantes, tous les partis qui sont en compétition, puissent avoir une copie. Or, cette pièce devient une pièce maîtresse lorsqu'il faut aller, par exemple, dans des contestations, dans certains bureaux de vote, postes de vote. Alors, si vous n'avez pas le résultat authentique, comment vous pouvez justifier que le résultat qu'on vous donne n'est pas le vrai? Voyez-vous, ça, il aurait fallu prendre des dispositions pour que toutes les parties prenantes aient le nombre suffisant de fiches de dépouillement. Mais pour certains élus, ils estiment que c'est une question mineure. Non, pas du tout. C'est une question majeure. Ne vous y perdez pas. Ça, c'est une question majeure. Vous allez à un examen et vous n'avez pas les pièces, comment on appelle, le relevé de vos notes. Et vous dites que vous voulez contester que vous n'avez pas échoué. Comment vous n'avez pas échoué? Non, c'est pas possible. Alors, on va encore plus loin. Il y a encore, quand je vais sur le 143, qui parle des 15% de parrainage à l'occasion de la présidentielle. Vous voyez la situation actuelle aujourd'hui. Quelles sont les forces politiques qui disposent de 15% de parrains élus, comment on appelle, députés et maires, pour proposer des candidats? Vous voyez que le champ est très restreint. C'est-à-dire qu'il y a au moins une douzaine de partis politiques qui évoluent sur l'échiquier, qui malheureusement n'ont pas la possibilité de participer à cette présidentielle. C'est dommage. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour que vous regroupez? Oui, d'accord, il faut se regrouper, mais lorsque notre Constitution, qui a prévu depuis 1990 un certain pluralisme au niveau de notre système démocratique, et on a observé des déviances, d'accord. On a tous voulu qu'on nettoie un peu l'échiquier, mais au point de restreindre à ce qu'aujourd'hui, les forces politiques de part et d'autre, je veux dire mouvance et opposition, ne puissent pas avoir la possibilité de présenter plusieurs duos de candidatures, d'offrir plusieurs possibilités à notre peuple. Convenez avec moi que des partis comme le nôtre, où j'estime peut-être que si nous présentions un duo de candidats, nous allons trouver des jeunes au niveau de notre parti pour que nous pouvons présenter et recevoir peut-être même le soutien des jeunes comme vous. Nous sommes délaissés. Nous n'avons pas la possibilité de nous exprimer. Parce que vous n'avez pas d'élus. Voilà. Bon, malheureusement. Donc ça, nous voyons que c'est des dispositions qui, à l'étape actuelle de l'évolution de notre démocratie, excluent une bonne partie de nos concitoyens dans le débat politique. Mais est-ce que ce n'est pas une question dépassée quand on sait que le parrainage, on a déjà fait l'expérience? Oui, justement. Ce n'est pas pour ça que nous n'allons pas regretter aujourd'hui que ça continue d'exclure davantage une partie de nos concitoyens du débat politique. Très bien. Plus loin, quand nous parlons maintenant du 146, qui parle des 20% de seuil d'éligibilité au niveau des élections législatives. Des circonscriptions, merci. Voyez-vous, c'est le taux le plus élevé que nous avons observé dans la sous-région, ou je ne vais pas dire la sous-région, dans le monde en ce moment, c'est pratiquement le seuil le plus élevé qu'on demande de représentativité pour lever des sièges. Au Bénin, depuis 1990, aucun parti politique n'a jamais eu ça. Ça, aujourd'hui, ça nous donne, au-delà des craintes, ça pose un problème réel. On se demande quelles sont les forces politiques qui seront en mesure de lever ça. Bon, c'est toutes ces dispositions, comme pour revenir à votre question, nous font penser, nous font croire que ce code électoral comporte des dispositions qui ne favorisent pas l'équité et la transparence pour ces élections.
Très bien. Voilà. Et vous avez relevé tout ça et vous avez été accompagné également par les acteurs de la société civile. Oui. Mais le chef de l'État, il est catégorique. Il faut tester le code pour pouvoir, parce que c'est un instrument perfectible selon lui. Quel regard portez-vous sur ces propos? Oui, et nous y sommes. Bon, au-delà de tout ce que j'ai évoqué tantôt, il faut revenir sur un aspect majeur qui est la liste électorale. Oui. Qui est une pièce maîtresse dans une élection, dans la transparence d'une élection. Oui. Et nous sommes engagés dans le processus d'auditer cette liste-là. Maintenant, parlant du code électoral de façon générale, si nous n'arrivons pas, et c'est ce qui est en train de se dessiner, il faut avoir le courage de le dire en face, parce que les dispositions communautaires qui disent qu'on ne peut pas réviser à 6 mois des élections, exactement. Alors que là, nous sommes à la porte des 6 mois dans une histoire de quelques jours. Oui. Alors, nos vis-à-vis prétesteront certainement de cette disposition-là pour ne pas accompagner, pour qu'on puisse réviser. Oui. Même si cela advenait, je pense que nos concitoyens doivent nous comprendre et nous aider à affronter de façon victorieuse, de façon impavide, cette disposition-là, pour que nous puissions renouveler l'échiquier politique, pour que l'opposition puisse se représenter davantage et dignement à la prochaine législature et également au niveau des élections communales et maintenant pour pouvoir remporter la présidentielle. En fait, quand vous parlez d'accompagnement de la population, de quoi parlez-vous concrètement? Ce dont je parle est ceci. Vous savez que depuis un certain temps dans notre pays, oui. On observe, comment je vais dire, un certain... nos concitoyens, oui. De plus en plus s'éloignent des discussions politiques, de la chose politique. Ils affichent un désintéressement par rapport à la politique. Or, lorsque ils ne se lèvent pas pour aller exprimer leur vote, comment pouvons-nous espérer avoir les 20% que nous recherchons? C'est ça la question. C'est en cela que l'accompagnement de nos concitoyens est très important, sinon capital, pour relever ce défi. Lorsque nous serons obligés d'être évalués à 20% oui. Dans chaque circonscription électorale avant de lever un siège, vous conviendrez avec moi que si tout le peuple entier ne se lève pas pour accompagner, nous ne pouvons pas relever ce défi. Et c'est là où nous avons besoin de l'accompagnement de nos compatriotes et de tous ceux qui sont en âge de voter. Il faudrait qu'ils puissent se lever et exprimer leur droit de vote pour ces élections générales qui s'annoncent. Très bien. Et donc, on pourrait peut-être lire que la doléance de réviser le code électoral, si ce n'est pas une doléance honorée, est-ce que c'est consommé déjà au niveau du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition et au niveau du MPL, c'est consommé, plus rien, et voilà. On affronte les élections. Oui, la non-révision du code électoral ne sera pas rédhibitoire à notre participation aux élections. Cela ne va pas constituer un prétexte pour faire la politique de la chaise vide. Parce que vous avez observé avec nous déjà à plusieurs reprises, oui. La politique de la chaise vide ne fait que aider l'adversaire. Si vous n'allez pas affronter la réalité, bon, vous allez donner la victoire sur le tapis vert à l'adversaire. Et donc, que le code soit révisé ou non, il va falloir que nous prenions toute l'opposition, prenne la mesure de la situation et apporte la réponse juste qu'il faut en face de ce code-là. Et quel est le rôle que le MPL compte jouer face à ces enjeux? Et justement, le MPL se veut être ce parti noctiluc c'est-à-dire ce groupe de jeunes qui a déjà éprouvé un certain nombre de choses sur ce système partisan et qui va apporter la lumière en face de cette obscurité qui constitue aujourd'hui les enjeux de 2026 qui pointent à l'horizon. Il va falloir que nous puissions trouver l'antidote à cette disposition du code qui défavorise aujourd'hui de façon notoire l'opposition.
c'est en cela que nous avons un rôle majeur à jouer, celui de trouver la juste réponse à cette disposition-là. Et c'est ce que nous essayons déjà de faire au niveau du cadre de concertation avec les autres forces alliées. Est-ce que vous avez déjà parlé d'un duo unique pour la présidentielle, peut-être unir les forces? Les forces sont en train de s'unifier déjà. Et quant à la question du duo qui agite l'opinion, je constate ces derniers jours, oui. Rassurez-vous que l'opposition est en train de prendre toutes les mesures pour que cela puisse se faire conformément aux dispositions statutaires de chaque parti et également en tenant compte des enjeux que nous sommes fixés oui. Au niveau du cadre de concertation. Et je pense que les jours, les semaines à venir, vous verrez plus clairement comment cela va se passer. Mais rassurez-vous que cela va se passer sans heurts et dans le calme que requiert une telle opération si sérieuse, si importante pour notre pays, pour nos concitoyens. Et certains observateurs n'arrivent pas à comprendre le silence quand même des partis politiques de l'opposition, donc également du MPL. Personne ne connaît les candidats déjà, alors que nous sommes à 1 an des échéances. Ce n'est pas une habitude au Bénin. Il semble que l'opposition également, ou le MPL, scrute aussi les agissements de la mouvance présidentielle. Non, pas tout à fait ça. Et M. Romuald, la question, on n'est même plus à 1 an des échéances. Le premier scrutin, c'est le 11 janvier, donc nous sommes quasiment à 6 mois des échéances. Non, vous voyez, lorsque le rythme change, la cadence change. Les dispositions qui, autrefois, par exemple en 2016, ont régi l'élection les élections présidentielles ne sont pas celles qui sont aujourd'hui en œuvre. Donc, ce n'est pas que l'opposition est en train de scruter les pas ou bien d'épier ce qui se passe en face, non. Mais c'est plutôt se donner toutes les chances de réussir une opération aussi délicate que celle en face de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui exige cette retenue que vous voyez aujourd'hui, que vous observez au niveau de tous les partis politiques. Écoutez, le MPL aurait voulu désigner un candidat qu'il va montrer aujourd'hui au peuple ce soir. Mais vous n'avez même pas de parrain. Alors, on est en train de discuter sur ce code électoral-là, on n'a pas fini, la discussion n'est pas tranchée. Et de quoi vous allez parler? C'est ça le problème. C'est la véritable question hein, que vous vous posez chaque jour. Et donc, on pourrait se demander, est-ce que le MPL, c'est vrai, vous en avez répondu subtilement, est-ce que le MPL aura de candidats pour la présidentielle, et les législatives et les communales? Aujourd'hui, comme vous avez su le dire, M. Romuald, nous jouerons un rôle pionnier. Et la question, ce n'est pas de... est-ce que je serai candidat ou non? La question n'est pas ça. La question aujourd'hui, c'est un défi majeur. C'est un défi d'un groupe. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du cadre de concertation des forces de l'opposition avec les autres forces politiques en train de réfléchir sur comment gagner, comment affronter victorieusement les échéances. À ce niveau-là, le moi ne prime plus. Ce qui est sûr, oui. Le MPL participera aux élections et de façon active. Très bien. De façon active. Et je l'ai dit, et permettez-moi de le redire, nous participerons de façon active à ces élections. Nous jouerons un rôle clé pour que la victoire soit de notre côté. Parce que, voyez-vous, lorsque nous scrutons les problèmes que vit aujourd'hui notre pays, oui. C'est la jeunesse, en particularité, qui paye le prix le plus lourd. Alors, si la jeunesse que nous avons opté représenter, oui. La jeunesse pour qui nous avons voulu défendre des intérêts, souffre aujourd'hui, vous convenez avec moi que nous devons trouver les moyens pour que notre voix compte dans les échéances de 2026 là, afin que nos propositions, nos souhaits, ce que nous souhaitons voir mieux faire, puissent se faire au moins à partir de 2026. Je pense que c'est ce rôle que notre parti se donne
et est en train de jouer sur l'échiquier en ce moment. Pour ceux qui se posent peut-être la question de savoir quelle est l'identité politique du MPL aujourd'hui. L'identité, c'est-à-dire, vous voulez dire quoi? Dans le paysage politique béninois, le MPL, on sait que c'est de l'opposition, justement, mais véritablement, quelle est l'emprise? L'emprise. Alors, je vais essayer de répondre. Je ne sais pas si c'est votre préoccupation, je ne l'ai pas bien cerné encore, mais ce que vous devez retenir est ceci au niveau de notre parti. Nous avons voulu jouer un rôle pionnier dans les défis de notre époque. Et c'est pour ça que, étant de l'opposition depuis 2016 au régime de la rupture, nous avons, avec un certain nombre de camarades, joué un grand rôle au sein d'abord aux premières heures de l'opposition, après dans la résistance. Par suite, il nous a paru, et lorsque le système partisan a été mis en route, il nous a paru, nous avons été les premiers à décider d'aller nous conformer pour obtenir ce fameux récépissé, pour continuer par exister. Exactement. Et donc, nous avons fait tout ça, et aujourd'hui, pratiquement, je ne veux pas dire sans succès, mais nous avons fait un parcours, nous avons tiré beaucoup de leçons. Nous avons tiré beaucoup de leçons. C'est une expérience, c'est un cheminement. Et aujourd'hui, tant que nous n'avons pas pu apporter satisfaction aux besoins de nos concitoyens, nous continuons de chercher la meilleure façon d'agir sur l'échiquier. Et d'abord, c'est ça qui nous a amené nous avons été les pionniers à provoquer ce regroupement des forces de l'opposition, parce que c'est ensemble qu'on pourra jouer un rôle déterminant dans les jeux politiques qui vont se faire. Et donc, dans cet ensemble aujourd'hui, le MPL veut jouer un rôle majeur, comme je le dis. Et nous avons d'abord à regrouper toute la jeunesse, et ça bientôt avant les échéances, nous allons encore revenir là-dessus, nous appesantir à regrouper tous les jeunes pour que notre voix compte à partir de 2026. Vous insistez sur la jeunesse, c'est un choix politique? Nous insistons sur la jeunesse parce que c'est le fer de lance de l'économie. C'est sur cette jeunesse que le pays repose. Les grandes nations qui ont fait des bons qualitatifs ces dernières décennies, c'est grâce à la détermination de leur jeunesse. C'est important que si dans un pays aujourd'hui, comme le nôtre, où le chômage bat son plein, la précarité de l'emploi, je ne veux pas dire la faim ça bat sur la quasi-totalité des forces productrices que sont les jeunes. Alors, si ça continue comme ça, pensez-vous que nous pouvons assurer un développement durable du pays? Non. Si les questions de l'éducation, les questions de la santé, si aujourd'hui, regardez ces dernières années, combien de vos collègues ont trouvé la mort dans des conditions vraiment pas enviables. Ces questions-là, si ça continue comme ça, que devient notre société? Malgré tous les grands investissements qu'on va faire dans des projets structurants pour le pays, si la ressource humaine, si le capital humain n'est pas vu autrement, surtout la jeunesse, si on n'y accorde pas plus d'importance, si à nos préoccupations, si on n'apporte pas des solutions vraiment spécifiques et avisées, est-ce que les années à venir, notre pays sera debout? Est-ce qu'on pourra atteindre les objectifs? Non. Et c'est pour ça que notre rôle est important, et nous continuons de nous appesantir sur la question de la jeunesse. Comment est-ce qu'il faut régler nos problèmes, tenir compte du moins de nos problèmes au niveau des grands cercles de décision pour les années à venir, pour que les questions qui nous minent aujourd'hui puissent trouver solution à court et moyen terme. Très bien. Voilà. Et vous avez commencé par le dire d'ailleurs, puisque c'est ma prochaine question. Quel est le regard que vous portez sur la gouvernance actuelle, notamment sur le plan économique et social?
Écoutez, moi, vous me permettrez de ne pas faire un bilan général, Oui. mais de parler simplement des problèmes qui minent aujourd'hui la jeunesse. Quand je parle de la question de l'emploi des jeunes, quand je prends le chômage ambiant, vous avez vu dans tous les secteurs, vous avez vu au niveau des enseignants, la question des AME, vous avez vu tout ce que cela engrange. Vous avez vu Il y a tout de même également une amélioration de leurs conditions qui, passées de quelques mois à 12 mois, il y a quand même des conditions optimales qui ont été proposées et le recrutement bientôt. Oui, et pensez-vous que cela a fini de régler leurs problèmes? Non. Écoutez, certes, c'est des pas qui ont été faits, mais les problèmes persistent à leur niveau. Et vous les avez entendus tout le temps. Quand je prends la question de l'éducation de façon générale, quand je prends la question de la santé, vous avez vu les problèmes posés au niveau des dialysés ces derniers temps. Vous avez vu la question au niveau de l'assurance maladie. Est-ce que, visiblement, quand vous regardez autour de nous, quand vous regardez également au niveau des grands pays qui sont en marche en ce moment, les citoyens ne peuvent pas, dans le contexte actuel, se soigner dignement, avoir accès aux soins dignement, sans ce système d'assurance-là. Dites-moi, vous qui êtes là, vous êtes couvert par une assurance? Sans que vous ne répondiez, je peux prendre le risque de dire non. Alors, vous répondez à ma place. Je prends le risque de le dire, et vous, à charge de me défier. Alors que, et c'est ça, ce qui explique les décès, lorsque les jeunes n'ont pas accès à une santé digne. Pire, la grande masse qui est sans emploi est laissée à elle-même. La question de l'emploi, vous avez vu ces dernières années, nous ne dénions pas, nous, au MPL, que des efforts sont en train d'être faits par certains, mais nous disons que les efforts ne sont pas à la taille des défis que présente notre pays. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et si c'est comme ça, ça veut dire qu'il faut apporter une autre approche. Quand vous regardez la question, il y a un fléau, je vais dire, qui mine aujourd'hui cette jeunesse-là, la cybercriminalité. Vous avez vu l'intransigeance, la fermeté que les lois apportent aujourd'hui en face de ce phénomène. Mais néanmoins, en dépit de ça, tous les jours, des condamnations au niveau de nos juridictions, en l'occurrence au niveau de la Criette, sur ce phénomène. Mais ça n'a pas endigué le phénomène. Vous trouvez que ce n'est pas une meilleure réponse? En même temps, vous répondez déjà à ma place. Je ne réponds pas, je vous fais la question. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une meilleure réponse? Si en dépit de ce dispositif très corsé qui est mis en œuvre aujourd'hui pour repousser le phénomène, les juridictions continuent de recevoir plus de cas, de condamner davantage, ça veut dire que la réponse n'est pas la meilleure. Et c'est ce que nous pensons également au niveau du mouvement populaire de libération. En face de ce phénomène aujourd'hui, et surtout, je vais vous dire ceci, quand vous voyez les jeunes actifs qui ont de l'énergie, que nous devons canaliser et mettre au service du pays, nous allons les jeter en prison pour 5 ans, 7 ans, 10 ans. Les condamnations, c'est ça. 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et qu'on sort, c'est une calamité. On ne peut pas régler le problème de cette façon. Lorsque ces jeunes feront 10 ans, 5 ans en prison, ils reviendront, ils deviendront quoi? 5 ans après, les premiers peut-être vont sortir, dans 7 ans et autres là, quand ils vont revenir dans la société, ils deviendront quoi? Vous pensez qu'ils pourront être des hommes, ils vont devenir, c'est-à-dire que le passage en milieu carcéral, 5 ans, 7 ans, va les corriger pour qu'ils deviennent de bons citoyens? La dernière fois, j'ai vu, je donne un exemple, j'ai vu... Avant de nous dire quelle est la meilleure solution. J'en reviens, un jeune qui est en fin d'année de thèse de médecine, dans cette année en stage, au CNHU, qui a été présenté à la Criette dans ce cadre-là, parce que a été ramassé avec des groupes de jeunes, donc impliqués, et il a été déposé. Pour venir en fin de formation en médecine, imaginez le parcours, imaginez ce que les parents ont mis, imaginez ce que ça coûte à l'État
de former un jeune qui vient en fin d'année, en fin de formation en médecine. Il ira faire 5 ans en prison. Il sort. Est-ce que celui-là peut être encore médecin? Qu'est-ce qu'il va devenir? Il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi. Et c'est justement pour ça que je vais profiter de mon passage ici sur votre plateau pour inviter une fois encore le gouvernement à revoir la façon, la réponse à apporter à ce phénomène. Nous pensons que aller stocker les jeunes dans les milieux carcéraux avec d'autres délinquants pendant 5 ans, 7 ans ne résout pas le problème. Il faut forcément qu'on puisse réorienter cette lutte-là contre le phénomène. Et quelle est la solution selon vous? Par exemple, des pistes de solution. Ces jeunes-là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont emportés par la part du gain facile, qui sont emportés par les mauvaises camaraderies. Et donc, une petite qu'on les envoie, ce n'est pas le milieu carcéral classique qui pourra régler leurs problèmes. Il faut plutôt des maisons de correction. Il y a beaucoup de ces jeunes-là, parce qu'ils ne sont pas bien encadrés à la maison, parce qu'ils sont dans un chômage et ils voient leurs camarades sur ces mauvaises pistes, ils copient pratiquement de façon instinctive. Et donc, si on les récupérait, au lieu de construire des prisons pour eux, si on construisait de grands centres de formation, si on construisait des maisons de correction dignes, où il y a des équipes pour les récupérer, les travailler, on les tire un peu les oreilles, on les met plutôt au travail, qu'ils aillent travailler, que ce ne soit pas de la prison classique, je pense qu'on pourrait récupérer beaucoup de jeunes parmi eux, si on procède comme ça. Au lieu de construire de prisons, construisons de grandes maisons de formation, des maisons où on va ajouter des spécialistes, des psychologues, en tout cas des spécialistes pour les travailler, leur montrer qu'ils ont de l'énergie, ils ont plus intérêt à aller travailler dans d'autres secteurs. Ouais, il y a d'autres pays qui ont quand même essayé ces choses-là. De toutes les façons, toute autre réponse, au-delà de ce que on apporte aujourd'hui, la législation actuelle apporte, serait meilleure. Parce que aller garder les enfants là-bas ne fera qu'empirer la situation. Lorsque ceux-là vont sortir, c'est des délinquants en miniature qu'on est allé former. Voilà. Donc ça, voici par exemple des questions qui touchent à la jeunesse et que nous pensons que la gouvernance actuelle doit repenser. En voilà une. Beaucoup d'autres. Vous voyez, quand j'ai parlé tantôt du chômage, en dépit de toute la panoplie de dispositions que le gouvernement a mises en œuvre, vous conviendrez avec moi que le niveau de chômage dans le pays reste encore un des niveaux les plus élevés et qu'aujourd'hui, ce qui fait même que cela est certainement dû à la morosité économique partout. Exactement. Les problèmes économiques, effectivement, ce n'est pas seulement le Bénin. Je suis d'accord avec vous que c'est partout. Mais comment quelle réponse nous apportons au phénomène, en face de ce phénomène? C'est ça qui compte. Nous pensons que... Parce que le véritable problème est celui-ci. C'est comment mettre les jeunes au travail. Je donne un exemple. Voyez-vous, par rapport au taux de scolarisation des enfants au niveau du primaire, nous n'arrivons pas encore... Dès que vous sortez aujourd'hui dans les rues à Cotonou, vous allez voir plein d'enfants qui flagonnent dans les rues, qui ne vont pas à l'école. Au même moment, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés, qui ont fait des licences, des masters dans nos universités, qui sont à la maison, qui sont sans emploi. Ça veut dire quoi? Par exemple, ne serait-ce que dans le domaine de l'enseignement, il y a beaucoup à faire. Il y a à envoyer les enfants, il y a des ressources humaines à recruter pour les mettre au travail. Rien que dans ce secteur, si on organise de telle sorte que tous les enfants se retrouvent aujourd'hui à l'école, vous voyez combien d'emplois on peut créer dans le pays. Très bien. Et ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est une politique gouvernementale qu'il faut mettre en œuvre. Il faut arriver à réaliser les infrastructures d'accueil. Il faut que... Et ça, si nous voulons notre vœu de tous les acteurs politiques, de hisser le Bénin à un niveau, à un des standards internationaux les plus enviés, il faut que tous les enfants puissent aller à l'école aujourd'hui. Surtout avec les dispositions, les performances obtenues au niveau de l'état civil, nous pouvons faire des prévisions aujourd'hui plus ou moins fiables. Nous savons chaque année combien d'enfants sont en âge de commencer l'école et prévoir ces infrastructures dans tout le pays pour accueillir les enfants et également les encadreurs
recruter les encadreurs pour les encadrer, ne serait-ce que le minimum. Très bien. Nous voyons que l'éducation, ça vous tient à cœur puisque vous insistez. Oui, parce que c'est le socle de tout développement. Très bien. Et en ce qui concerne justement les réponses données par l'État par rapport à un certain nombre de préoccupations touchant donc au quotidien des Béninois, en tout cas, vous avez apporté quelques pistes de solutions. On évoque, et puis certains rapports, on parlait également d'une certaine régression démocratique au Bénin. Quel est votre regard, quelle est votre appréhension de la chose? Mais écoutez, nous en avons déjà parlé tantôt. Lorsque nous avons organisé des échéances en 2019 qui ont conduit à l'installation d'un parlement monocolore, lorsque en 2021 nous avons organisé des élections qui ont connu tous les problèmes que vous avez connus, vous convenez avec moi qu'inévitablement nous allons perdre des points au niveau de notre cote sur le plan démocratique dans le monde. Et c'est justement pour ça que... Cela est du fait des acteurs politiques. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous battons, nous insistons pour dire que nous devons nettoyer les dispositions qui encadrent ces élections-là, de telle sorte que la participation des masses populaires soit vraiment marquée et que tout le monde puisse se sentir, pour que auparavant, ces échéances, ces moments festifs qu'on retrouve au niveau des élections, puissent revenir progressivement, puissent revenir pour que la participation populaire soit une chose évidente, qu'on n'ait pas aujourd'hui. Vous allez, et je vais vous expliquer, puisque nous avons fait l'expérience de réussir à participer à ces échéances-là en 2023. Qu'est-ce qui s'observe? Les taux de participation sont faibles. Pourquoi? Les gens sont assis à la maison, monsieur Romiat. Vous allez voir vos partisans, des gens, vos sympathisants, je vais dire, oui, qui veulent vous voir être élus. Oui. Ils n'ont pas la force de se lever pour aller voter. Pourquoi? Oui, parce que pour les faire lever, aller voter là, d'autres formations politiques qui ont les moyens sont obligées de mettre en œuvre un dispositif, d'aller chercher même ces gens-là et les transporter pour qu'ils aillent voter. Parce qu'ils veulent être intéressés. Ils ne voient pas l'importance de se sacrifier, se lever de chez eux et aller voter pour choisir leur candidat. Et donc il faut les aider. Et donc, ça, c'est là où je vous rejoins quand vous dites que c'est nous les acteurs politiques, ça c'est notre rôle, et c'est nous qui avons conduit nos populations à cette situation, à cette désaffection de la chose politique. Alors que leur choix est sine qua non, est important, capital, pour construire la nation que nous souhaitons. Oui. Si vous voulez un changement, et vous devez participer au changement. Vous ne pouvez pas... Moi, je peux vous dire que un jeune aujourd'hui qui a un talent à aller travailler, qui est formé, qui vient me voir par exemple et qui veut devenir un acteur politique, moi je ne vais pas l'encourager à cela. Parce que aujourd'hui l'espace politique est tel que on y retrouve un mélange dans lequel tous les coups sont permis. Un mélange dans lequel, lorsque vous n'êtes pas fort mentalement, on va vous faire regretter au premier coup votre engagement. Parce que tous les coups sont permis là-bas. C'est un milieu insalubre. C'est un milieu qui a besoin davantage même, je vais dire, de nettoyage. Mais ce n'est pas le propre du Bénin, c'est partout. On sait que l'univers politique, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Monsieur Romial, permettez-moi de vous dire que le cas du Bénin est spécial. Le cas du Bénin est spécial et c'est ces éléments-là qui contribuent à cette désaffection dont je parle tantôt de la chose politique par beaucoup de citoyens. Moi, il m'arrive souvent d'être interpellé par ceux qui me connaissent personnellement. Mais on vous connaît comme un cadre chevronné, vous avez des capacités. Mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher en politique? Il m'est arrivé plus d'une fois, et ça je vous le confesse, oui, de penser à m'éloigner même de la chose politique. Mais lorsque vous prenez un engagement devant les gens, il faut aller jusqu'au bout.
Et c'est ce qui vous retient jusqu'à présent. Merci. C'est ce qui me retient encore dans cet espace. Et je veux en venir à des résultats avant de décider s'il faut continuer ou pas. Très bien. En tout cas, vous êtes encore avec nous et puis nous allons profiter de votre présence pour pouvoir aborder donc des thématiques. Soyez toujours là, Expérience TB. On est en train de sortir donc de nos discussions de ce matin, mais avant de pouvoir passer à une autre thématique avec vous, je voudrais, vous savez, l'affaire du parti le libéral est passée, voilà. Qu'est-ce que vous pensez, justement? On est en train de parler d'une présumée corruption d'agents publics. Bon, vous savez... Enfin, heureusement, vous avez votre récépissé. Vous savez, beaucoup me connaissent sur la prudence que j'observe sur certaines questions. Un dossier qui est pendant devant la justice. Il faut éviter de s'y hasarder avec émotion. J'ai vu l'emballement qu'a connu cette affaire au niveau de l'opinion publique. Et ce que j'ai regretté autour, c'est que le problème posé est de côté, mais c'est le côté humour de la chose qui est mise en exergue. On parle des choses. Alors, si nous sommes engagés en démocratie, qui est un pays, un environnement de loi, nous devons faire très attention. Et c'est ce que je vous ai dit tantôt. Et cette affaire, sans doute, n'a pas fini de révéler toutes ses facettes. Je voudrais laisser avancer la justice pour le temps de me prononcer plus tard là-dessus. Très bien. Une question sur laquelle vous allez donc vous prononcer parce que les internautes attendaient cette question. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir donc un duo de candidats pour la mouvance et l'opposition? Non, ce n'est pas possible. Vous possible. avez suivi le chef de l'État à propos? Non, non. Bon, écoutez, je regrette que ce que le chef de l'État avait dit puisse être commenté de la façon dont c'est parti. Il n'est pas possible, le code électoral tel qu'en vigueur aujourd'hui, il n'est pas possible de faire des mélanges opposition, mouvance, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce que je pense que ce que le chef de l'État avait dit, c'est pour mettre de l'humour. Et c'est pour ça que les partis, j'ai ouï entendre également certains partis qui sont de l'opposition dire qu'ils pourront chercher des parrainages de l'autre côté. Un parrain de l'opposition ne peut pas aller parrainer un candidat de la mouvance et vice-versa. Tout ça est fermé aujourd'hui. Vous trouvez que c'est incestueux? Non, ce n'est pas que c'est incestueux, ce n'est même plus possible. La loi l'a déjà verrouillé, ce n'est pas possible qu'un candidat puisse aller, la fiche de parrainage d'un candidat puisse aller servir à un parti d'en face, ce n'est pas possible. Et il y a un accord de gouvernance qui pourrait y avoir? Oui, l'accord de gouvernance se fait dans, comment on appelle, soit entre les partis de la mouvance ou bien entre les partis de l'opposition. Cet accord ne traverse pas l'opposition pour se retrouver dans la mouvance et vice-versa. Vous voulez dire que ces acteurs politiques qui l'ont évoqué sont ignorants de la loi? Je ne vous le fais pas dire, M. Romial. Très bien. Et nous sommes à la fin, malheureusement, de nos discussions. Déjà, ça passe vite. Expérience TB, déjà, cette dernière question, il y a certains Béninois qui pensent que l'opposition béninoise aujourd'hui ne représente pas une alternative crédible pour 2026. Non, non, non. Je pense que ceux qui le disent vraiment à tort. Vous ne pouvez pas dire que... Et puis, l'opposition plurielle dans son ensemble, telle qu'elle se présente aujourd'hui, vous ne pouvez pas la résumer seulement à ceux aux forces politiques qui ont perdu le pouvoir en 2016. Je pense que quand on parle opposition aujourd'hui, à tort, on voit juste le président Yahi Boni avec ses sympathisants. Non, il y a eu beaucoup d'autres courants également qui sont opposés au système actuel. Il y en a beaucoup. Vous avez vu le nombre de partis qui se sont regroupés aujourd'hui au niveau du cadre de concertation, les mouvements qui se sont regroupés. Non, il y a bien sûr, au sein de cette opposition, des hommes de valeur, de qualité, qui ont envie d'apporter leur pièce à l'édifice, qui ont envie de rectifier
cette rupture qui a commencé en 2016 là et qui a donné les résultats que vous voyez aujourd'hui. Il reste beaucoup à faire sur le capital humain, sur le côté social, les filets sociaux, etc., la question de l'emploi des jeunes, du chômage, du panier de la ménagère, etc. Il y a beaucoup de choses et il y a des hommes de valeur dans cette opposition, des personnalités de valeur, ils sont une multitude qui ont la capacité et les ressources pour améliorer, pour changer de cap et apporter le pays vers des lendemains plus radieux et meilleurs. Très bien. Espérance Tébé, nous sommes à la fin. Votre mot de fin. Je voudrais vous remercier, M. Romiel, pour ce débat et cette opportunité que vous m'avez donnée de m'exprimer devant nos concitoyens aujourd'hui et leur dire à tous les Béninoises et Béninois de rester résilients, de continuer par espérer et que 2026, loin de la peur qui est instigée, 2026 sera une occasion pour nous de nous regrouper dans la joie et d'apporter, chacun de nous, chaque Béninoise et Béninois, d'apporter notre effort contributif à la révolution qui va naître et permettre de mettre notre pays sur les rails du développement pour que chaque concitoyen, chaque Béninoise et Béninois puisse vivre mieux à partir de 2026. Très bien. Merci beaucoup à vous, Espérance Tébé. Vous êtes le président du mouvement populaire de libération, deuxième coordonnateur adjoint, et également du cadre de concertation donc des partis politiques de l'opposition. Mesdames et messieurs, vous savez désormais ce que pense donc le premier responsable du MPL d'un certain nombre de thématiques, d'un certain nombre justement de questions qui touchent la vie de la République du Bénin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur nos plateformes digitales pour un autre numéro de votre émission Matin Libre Politique.